Je suis très contente qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'intéressent à la thématique. Pour rappel, le paludisme, c'est une question qui nous intéresse tous, particulièrement que l'Algérie a été certifiée, qui m'a la Belcom. Donc, on a été certifié en 2019, que nous avons, avec tous les efforts des uns et des autres, de vous tous et de toute l'équipe. Donc, on a pu être certifié par l'Organisation mondiale de la santé, avoir éliminé la transmission locale. On s'entend, la transmission locale. Donc, là, je pense qu'il y a eu cette rencontre est déjà prévue dans le plan d'action, dans notre plan de formation continue. J'ai vu qu'à travers les réseaux sociaux, il y a une demande que les personnes voulaient bien participer à la formation et on est très content que nos collègues s'intéressent à la thématique et que je pense que l'Algérie reste quand même, le risque zéro n'existe pas, donc le paludisme peut, de par le climat, de par les frontières, de par beaucoup de facteurs, on risque d'avoir de nouveau le paludisme en Algérie. C'est la raison pour laquelle on doit être vraiment très, très vigilant et qu'on reste, qu'on maîtrise surtout la riposte face à un cas de paludisme. À cet effet, nous avons invité Dr Smith, qui est notre personne ressource, notre experte en la matière et qui a contribué dans la certification, de venir nous parler un peu de la prise en charge. La prise en charge dans sa globalité, donc aussi bien la prise en charge du cas que de la chimioprophylaxie. Mais avant cela, j'ai demandé à Dr Lamali, qui est la responsable du programme national de lutte contre le paludisme, de faire un petit rappel sur toutes les instructions qui ont été mises en place et qu'on doit les appliquer pour faire face à un cas éventuel. Et avec nous, il y a aussi Dr Hamadi de l'INSP, que pour toutes les questions qui peuvent être, vous le savez, Dr Hamadi, je pense que tout le monde la connaît, c'est la chef de département au niveau de l'INSP, mais c'est aussi, elle est la responsable du paludisme au niveau de l'INSP et la chef de service du laboratoire national de référence PALU. Et à l'occasion, je rappelle que c'est-à-dire, vous savez que le paludisme, c'est une maladie à déclaration obligatoire et que surtout, les cas doivent être, les lames doivent être transmises à l'INSP. Ce n'est pas pour un contrôle, parce qu'on connaît l'expertise, on connaît la compétence de nos médecins, mais c'est surtout comme c'est un laboratoire de référence, il doit avoir tous les cas et aussi les types de palus qui circulent au niveau de notre pays. Voilà, sans trop tarder, j'ai demandé à Dr Lamali de nous faire ce petit rappel des instructions. Merci à tous et bonne séance. Il y a un problème de son. Ah oui, voilà. Je pense que maintenant, c'est la communication. Ah, d'accord. OK. OK, alors, la salle, on n'a pas besoin. C'est bon. La présentation. Oui, c'est d'accord. La première, Donc, il y aura d'autres sessions au besoin pour aussi rappeler soit les procédures ou rappeler la prise en charge. Merci.
Ça a Hmm. été enregistré. Attends. Enregistrement. C'est fait déjà. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour une formation sur le paludisme et je vous remercie au préalable d'avance pour votre participation. Donc, c'est juste pour rappeler que la lutte contre le paludisme a toujours été une priorité pour l'Algérie. Nous avons beaucoup d'efforts ont été déployés pour obtenir la certification. Parmi les mesures, donc, dans le cadre des procédures de certification d'élimination du paludisme, il fallait élaborer un plan de prévention de la réintroduction, mais bien au préalable, nous avons élaboré des procédures opérationnelles standards. Ces procédures, donc, étaient indispensables, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les activités conformément aux recommandations de l'OMS. Donc, comme vous le savez, l'Algérie a été certifiée en 2019 et ce plan de prévention de réintroduction, il vise à prévenir toute éventualité de reprise de la transmission locale, puisque nous avons été certifiés avoir éliminé la transmission locale, et en même temps assurer une riposte rapide et efficace en présence de tout cas de paludisme avec des stratégies nationales adaptées. Donc, le but de ce plan de prévention de réintroduction, c'est de maintenir l'Algérie exempte de paludisme, mais donc avec la mise en œuvre des interventions efficaces, mais aussi avoir 0 décès par paludisme. Les procédures qui ont été élaborées dans le cadre de la certification d'élimination du paludisme ont concerné d'abord la surveillance épidémiologique. Donc, c'est un manuel qui a été élaboré et qui concerne les procédures opérationnelles standards de la surveillance épidémiologique et entomologique. Nous avons élaboré aussi des procédures opérationnelles standards du diagnostic biologique du paludisme et en parallèle, nous avons élaboré des procédures de lutte intégrées contre le vecteur, contre les vecteurs. Mais en parallèle, nous avons actualisé le guide de prise en charge du paludisme. Donc, pour la mise en œuvre de tous ces manuels, de toutes ces procédures, il était indispensable d'élaborer des instructions de mise en œuvre des procédures qui ont été diffusées. Juste pour rappel, donc une instruction numéro 4 du 18 mars 2019 qui était relative à la surveillance épidémiologique et entomologique pour l'élimination et la prévention de la réintroduction du paludisme. Il fallait aussi normaliser les supports d'information de suivi et d'évaluation donc du paludisme dans le cadre de l'élimination. Une instruction numéro 6 du 18 mars aussi a été diffusée et qui a concerné les procédures de diagnostic biologique du paludisme. Bien sûr, une instruction relative aux directives nationales de prise en charge thérapeutique et de chimioprophylaxie du paludisme a été élaborée en 2018 et diffusée à tous les établissements. Donc, telles sont les instructions qui ont été élaborées et diffusées pour la mise en œuvre des procédures. Maintenant, juste pour vous rappeler que, en ce qui concerne l'instruction relative aux procédures de surveillance pour l'élimination et la prévention de la réintroduction, elle concerne la surveillance épidémiologique qui repose sur la détection, donc il fallait dépister, il faut détecter le cas de paludisme, la notification rapide de tout cas de paludisme, donc qui doit être cette notification dans les 24 heures, et d'une réaction rapide par l'investigation, donc c'est une enquête autour du cas qui doit être faite rapidement et la riposte dans les délais. Je rappelle aussi que l'investigation autour de tout cas de paludisme doit être faite au plus tard dans les 48 heures. Mais toujours en parallèle, ce qui concerne, nous avons la surveillance épidémiologique, mais il ne faut pas oublier la surveillance entomologique, étant donné que le paludisme, c'est une maladie vectorielle. Donc, la surveillance entomologique aussi, c'est en parallèle, elle repose sur les prospections régulières en matière, donc, en particulier qui doit être renforcée durant la période de risque, c'est-à-dire la période de septembre jusqu'à décembre, notamment si on identifie donc que ce soit le vecteur donc
stade larvaire ou au stade adulte, des mesures de lutte doivent être appliquées. Donc, cette instruction, c'est pour les procédures de surveillance épidémiologique et entomologique. Dans cette instruction, nous avons élaboré et diffusé donc des annexes de mise en œuvre, puisqu'on a dit que la notification doit être faite. Donc, nous avons élaboré une fiche de notification qui permet la codification du cas de paludisme. Nous avons aussi l'annexe 2 qui représente la fiche d'investigation épidémiologique et entomologique autour des cas de paludisme. Donc, tout cas doit être investigué. C'est la fiche d'investigation qui est standard, qui doit être utilisée lorsqu'il y a un cas de paludisme. L'annexe 3, elle concerne fiche d'investigation autour de foyers de paludisme. Et l'annexe 4, qui a constitué un rappel de classification des cas de paludisme et des définitions des cas de paludisme et définition de foyers de paludisme. Voilà ce qui concerne l'instruction relative à la surveillance épidémiologique et entomologique. En ce qui concerne, bien sûr, nous avons dit que nous avons élaboré des procédures opérationnelles standards. Il fallait aussi normaliser des supports d'information. Donc, nous avons normalisé, nous avons tous les supports qui concernent l'enregistrement des données par rapport du paludisme. Donc, il fallait donc normaliser le registre de la... Eh bien sûr, oui. Donc, voilà, c'est le registre. Donc, l'annexe, dans cette instruction, l'annexe 1, elle a concerné le registre de laboratoire et l'annexe 2, le registre de cas de paludisme. Bien sûr, un registre de cas de paludisme doit être disponible au niveau de CEBEP et un registre de cas de paludisme doit être disponible au niveau de la DSP. L'annexe 3, elle concerne le registre de contrôle qualité, donc du diagnostic de paludisme. Et donc, un registre de contrôle de qualité doit être disponible au niveau du service du CEMEP de chaque établissement et un registre de contrôle qualité au niveau de la DSP. Juste pour rappeler aussi, il faut, donc l'annexe 4, un registre de foyer, donc nous avons normalisé le registre de foyer qui doit être disponible au niveau de la DSP. Et l'annexe 5, elle concerne les supports du rapport hebdomadaire. Donc, juste pour donner les informations de la surveillance, puisque il faut maintenir la surveillance du paludisme, donc un support du rapport hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, un rapport est effectué qui a été donc mis à disposition des établissements et un support, l'annexe 6, qui est relatif au support du rapport mensuel. Le support du rapport mensuel, c'est cette activité qui a été effectuée durant tout le mois, qui doit être, donc c'est un rapport qui doit être effectué par chaque CEMEP d'établissement et bien sûr la direction de la prévention au niveau de la DSP doit élaborer donc la récap des rapports mensuels effectués par les CEMEP. Et en dernier, l'annexe 7, elle représente le support du rapport annuel. Donc, tout ça, c'est des supports qui ont été normalisés et mis en place au niveau notamment des wilayas du Sud, là où le paludisme a été beaucoup plus notifié. Donc, toujours dans le cadre donc étant donné, donc, dans le cadre, donc, par rapport à toutes ces procédures qui ont été mises en place, cela nous permettra, bien sûr, dans le cadre de la surveillance, nous sommes tenus d'élaborer un rapport, même nous, autant que central, pour le déployer. Et on est tenu dans ce cadre d'élaborer des indicateurs de performance, c'est-à-dire par rapport à la qualité, pour pouvoir se positionner par rapport aux données que nous avons recueillies. Est-ce qu'on est dans les bonnes, c'est-à-dire dans de bonnes conditions, toutes les données sont conformes, ou bien il faudrait renforcer la surveillance pour éviter, bien sûr, la reprise de la transmission.
Donc, je dirais pour terminer que l'Algérie, elle a été certifiée avoir éliminé le paludisme. Cependant, notre but, c'est de maintenir ceci, donc il faut préserver et sans oublier le but le plus important, c'est d'obtenir 0 décès par paludisme. Je vous remercie. Merci, docteur Lamali. Voilà, si vous avez des questions, si vous n'avez pas les procédures, on pourra toujours, parce je pense qu'il y a un petit souci, parce que toutes les procédures, toutes les instructions, le plan, le guide sont disponibles sur le site. Mais je pense qu'il y a un petit souci d'accès au site. Je ne sais pas parce qu'on n'arrive pas. Je vais voir avec la DSI pour vous donner le lien éventuellement pour toutes ces procédures et ces instructions. Maintenant, j'appelle Dr Smith pour nous parler de la prise en charge du cas de Palu. Dr Smith, merci. Merci. هذه نغلقوها هذه زيرو. Comment je peux passer Donc, c'est pas... D'accord. Bonjour, c'est Dr Smith. Donc, on m'a demandé de vous présenter la prise en charge du paludisme, que ça soit une prise en charge sur le plan curatif ou encore prophylactique. En principe, vous avez déjà le guide, vous savez très bien, c'est juste pour rafraîchir un petit peu la mémoire pour vous parler du paludisme. Donc, alors, il faut savoir que c'est un problème de santé publique, c'est la plus fréquente des maladies fébriles d'importation, grave chez la femme enceinte, l'enfant de moins de 5 ans, 4e cause de mortalité infantile en Afrique. Alors, le traitement curatif. Alors, vous savez que il y a eu un guide de prise en charge et on avait retenu certaines molécules pour qu'on soit tous au même diapason pour traiter de la même manière un cas de paludisme. Et donc, on a introduit déjà les combinaisons à base d'artémisinine en 2016. Bien avant, en 2007, déjà, on a adhéré aux recommandations de l'OMS pour introduire ces molécules et on a gardé ces molécules-là en 2016 lorsqu'on a réactualisé le guide et on a introduit une seule molécule. On en a 5, mais on a introduit une seule, c'est l'artéméter-luméfantrine. Et on a introduit la primaquine. La primaquine, c'est en 2016 qu'elle a été introduite. Et ça, c'est pour la certification, justement, pour arriver à 0 cas autochtone. Et donc, on fallait introduire la primaquine qui a une action anti-gamétocyte et également anti-hypnozoïde. Nous avons gardé la chloroquine et l'artésunate a été aussi introduite en 2007, mais qui était de l'intention. En 2016, elle a pris la place de la quinine, elle est devenue la première intention. Et on a gardé également la quinine. Donc, nous avons 5 molécules pour la prise en charge d'un cas de paludisme confirmé. Alors, quelles sont les stratégies thérapeutiques? Alors, lorsqu'il s'agit d'un paludisme simple, alors lorsqu'on a un plasmodium falciparum, un paludisme simple à Plasmodium falciparum, c'est une bithérapie, c'est à base d'un dérivé de combinaison d'artémisinine, l'artéméter-luméfantrine, et ce qu'on n'avait pas dans les autres guides, c'est l'association de la primaquine. Alors, comment on doit traiter? Normalement, l'artéméter-luméfantrine, c'est en heures, c'est 60 heures, c'est 1 heure de 24 comprimés
Et pour éviter de tomber dans le H0, H8, H24, H36, H48, H60, on a facilité la tâche et on a fait en sorte que ça soit les 60 heures par jour. Les comprimés, c'est 4 comprimés par prise, 2 fois par jour, ça nous fait 8 comprimés jour. Et pendant 3 jours, ça nous fait la cure de 24 comprimés. Donc, on facilite la tâche, 24 comprimés la cure, plus la primaquine. La primaquine en dose unique lorsqu'il s'agit d'un falciparum, c'est l'action pour réduire la transmission, c'est donc action antigamétocyte. Une seule dose unique, c'est à raison de 0,25 mg kilo. C'est des comprimés qu'on a reçus, c'est un don de l'OMS. C'est au début, la première fois, on a reçu des comprimés à 7,5. Cette fois-ci, on a eu des comprimés à 15 mg. C'est que la primaquine, ce n'est pas pour traiter le paludisme quand il s'agit d'un falciparum ou même pour les autres, c'est pour donc réduire la transmission, donc c'est pour éviter qu'on garde les gamétocytes au niveau du sang ou encore les hypnocytes au niveau du foie, des hépatocytes. Donc, qu'on la donne le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, 10 jours après, l'essentiel, c'est de donner cette cure, cette dose de primaquine, parce que je sais qu'on va dire que nous n'avons pas la primaquine qui est disponible tout de suite, le temps de l'avoir et tout. Ce n'est pas un souci, c'est pas pour traiter le cas, c'est pour réduire la transmission. Donc, artéméter, luméfantrine plus primaquine. L'alternative, comme toujours, on a gardé notre quinine qu'on donne pendant 7 jours. C'est des comprimés à 500. Donc, c'est un comprimé 3 fois par jour, toutes les 8 heures, c'est 1,5 g de quinine. C'est à cette dose de primaquine. Lorsqu'il s'agit d'un Vivax ou d'un Ovalé, c'est toujours une bithérapie, mais là, ce n'est plus la bithérapie à primaquine un seul jour, une seule dose, c'est 14 jours, c'est une action anti-hypnozoïde, donc c'est pour aller vers les hépatocytes, pour détruire, c'est pour ne pas avoir ces rechutes-là qu'on peut avoir avec le Vivax et l'Ovalé. Et là aussi, ce n'est pas automatiquement le premier jour, le deuxième jour, il faut juste faire cette cure de 14 jours, c'est très important. L'alternative, c'est toujours la chloroquine qu'on a gardée comme alternative pour ne pas dire qu'on ne peut pas laisser un paludisme évoluer à son propre compte. Si je n'ai pas l'artéméter, luméfantrine et chose qui n'est pas normale, on peut donner même la chloroquine. Et la chloroquine aussi, on doit l'associer à la primaquine, à la chloroquine associée à la primaquine. Alors, lorsqu'il s'agit d'un mal-arrêt ou d'un nolésie, alors c'est une monothérapie, c'est l'artéméter, luméfantrine, toujours le même principe, la cure de 24 comprimés pendant 3 jours. Et si je n'ai pas luméfantrine, je passe à la chloroquine pendant 3 jours. Là, c'était le paludisme simple, donc qu'il soit aphasie, avivax, ovalé ou nolésie ou mal-arrêt, c'est vraiment une thérapeutique qui est très simplifiée. Maintenant, lorsqu'on se retrouve devant un paludisme grave, alors le paludisme grave, c'est en principe l'hospitalisation en soins intensifs, parce qu'à tout moment, marchand, à tout moment, il peut compliquer, il peut se retrouver entraîné ou avoir un coma, et donc on est obligé de le mettre en soins intensifs parce que l'évolution est imprévisible. Et puis, ce qui est obligatoire, au moins les premières 24 heures, qu'elle soit IV ou IM, mais de préférence, la voie est préférable. Mais si on n'arrive pas à avoir la voie, on peut donner notre artésunate, qui est le traitement de choix, et c'est le dérivé de l'artémésinine qui est obligatoire. On adhère aux recommandations de l'OMS, on peut le donner quand même en IM. C'est aussi simplifié. Donc, on a l'artésunate injectable. C'est la posologie 2,4 mg kilo et on donne le premier jour 3 doses. Donc, les premières 24 heures, c'est 3 doses. Ensuite, on passe au jour suivant à une seule dose, donc une fois par jour. Première 24 heures, 3 doses. Par la suite, c'est
une dose par jour. Ensuite, quand est-ce qu'on passe à la voie orale? Alors, c'est en d'évolution du malade. Si le malade se réveille, le malade ne vomit pas, le malade se sent mieux, on peut passer à la voie à la voie orale. Sachez que si le malade ne se réveille pas, ce qu'on peut donner comme artesunate pendant 7 jours. Donc, la dose maximale, la durée maximale, elle est de 7 jours. On ne dépasse pas les 7 jours, même si le malade ne s'est pas réveillé. Ça veut dire que s'il ne s'est pas réveillé, ça veut dire qu'on a commencé trop tard, qu'on a donné tardivement notre traitement, que notre diagnostic a été fait tardivement, que notre prise en charge a été faite tardivement. Et donc, la cascade inflammatoire s'est installée, elle évolue, on ne peut plus rien faire. Donc, même si vous faites votre goutte épaisse et elle est négative au 7e jour, le malade ne se réveille pas, ce n'est pas la peine de continuer de donner l'artésunate. L'artésunate, durée maximale 7 jours. Donc, on fait l'artésunate injectable, on passe à la voie orale par quoi? Par l'ACT. L'ACT, c'est la molécule qu'on a choisie, l'artéméter-luméfantrine. C'est toujours notre cure de 24 comprimés. C'est toujours notre cure de 3 jours avec les 8 comprimés jour pendant 3 jours. Nous n'avons pas l'artésunate et on ne peut pas laisser le malade évoluer à son propre compte. On peut donner, comme avant, la quinine avec dose de charge, dose d'entretien. Là aussi, si on fait le relais, on passe à la voie orale, notre malade va mieux, on passe à la voie orale. Soit on garde la même molécule, c'est-à-dire quinine qui est injectable, on passe à la quinine comprimée, et donc c'est toujours un comprimé 3 fois par jour, comprimé à 500 mg. On fait notre cure de 7 jours avec l'injectable. Maintenant, je n'ai pas la quinine comprimée, je passe à mon ACT qui est l'artéméter-luméfantrine et c'est toujours ma cure de 3 jours, cure de 24 comprimés. Voilà le traitement d'un paludisme grave. Alors, à côté, bien sûr, puisque c'est un paludisme grave, à côté, il y a le traitement symptomatique en fonction de ce que j'ai comme symptomatologie. Si j'ai des convulsions, je traite mes convulsions. Si j'ai une hypoglycémie, mon hypoglycémie. Si j'ai une anémie sévère, je transfuse, etc. Je corrige les troubles ioniques, etc. Maintenant, ma surveillance doit être vraiment très rigoureuse. L'état de conscience, c'est les constantes vitales, c'est le monitoring de la glycémie, c'est mon bilan, la glycémie, l'urée, la créa, etc. Donc, c'est un malade de réanimation. Voilà. Alors, cas particulier, la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, le premier trimestre. Alors, lorsqu'il s'agit d'un vivax, d'un ovalé, d'un mal-arrêt, d'anolésie. Donc, en dehors de ce qui est falciparum. Si c'est au cours du premier trimestre, alors il faut savoir qu'au cours du premier trimestre, la molécule qui est interdite, c'est l'ACT. Ça veut dire l'artéméter-luméfantrine. C'est contre-indiqué au cours du premier trimestre. Ce qui contre-indique durant toute la grossesse, c'est la primaquine. Donc, lorsque j'ai les 4 espèces, je donne de la quinine comprimée seule, c'est-à-dire que je ne donne pas la primaquine. Je donne que de la quinine pendant 7 jours. Maintenant, si je suis en dehors du premier trimestre, je suis au 2e et au 3e trimestre, je peux donner mon artéméter-luméfantrine, mais toujours seule, puisque la primaquine est contre-indiquée durant toute la grossesse. Maintenant, je me retrouve avec un falciparum, mais une forme simple, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la forme grave. Là, c'est une bithérapie, mais la bithérapie ici change, puisque au premier trimestre, l'artéméter-luméfantrine est contre-indiquée, je donnerai de la quinine. Puisque la primaquine est contre-indiquée, je donnerai de la clindamycine. Nous avons introduit la clindamycine dans notre prise en charge, mais nous avons introduit que de la clindamycine qui est injectable. Et l'injectable, c'est 10 mg kilo toutes les 8 heures, en IV bien sûr, pendant 7 jours. Voilà la bithérapie lorsqu'il s'agit d'un paludisme à Plasmodium falciparum, mais un paludisme qui est simple. Maintenant, je me trouve au 2e et 3e trimestre, là, je peux reprendre
mon artéméter-luméfantrine, mais toujours seul, puisque la primakine est contre-indiquée. Si je suis devant un accès grave, devant l'accès grave, l'artésunate ne présente aucune contre-indication au cours de la grossesse, donc je peux la donner pendant alors, si je suis au premier trimestre, je donnerai l'artésunate, et après, si je dois faire un relais, je le ferai par la chimie. Je ne peux pas donner l'artéméter-luméfantrine. Maintenant, je suis au deuxième, troisième trimestre, je donnerai l'artésunate et mon relais, je peux passer mon relais par l'artéméter-luméfantrine. Donc, il n'y a aucune contre-indication au cours du deuxième, troisième trimestre. Alors, lorsqu'il s'agit d'un enfant, alors, la seule différence par rapport à l'adulte, c'est que je passe pour l'artésunate, je passe au lieu de 2,4 mg kilo 3 fois le premier jour, une dose à partir du deuxième jour, je passe à 3 mg kilo. Et ça, c'est en fonction de l'âge, lorsque je suis à moins de 5 ans ou encore je suis à moins de 20 kilos. Donc là, la posologie augmente et on est à 3 mg kilo. Par contre, pour les autres molécules, c'est bien sûr en fonction du poids et on calcule en fonction, en prenant le poids et on calcule les autres molécules. Alors, là, on passe au déficit en GSPT, me dire que on est en Afrique, il n'y a pas de problème, puisque nos malades, ils prennent déjà du Bactrim, on n'a jamais eu de problème, mais toujours est-il que lorsqu'on donne de la primakine pendant 14 jours, on est obligé de faire le dosage du G6PD parce qu'il y a beaucoup de risques. Et s'il y a un déficit en G6PD, la posologie, la durée change, c'est 0,75 mg par semaine, ce n'est plus de 0,25 tous les jours, c'est par semaine et ce n'est plus 14 jours, c'est pendant 8 semaines. Donc, ça change complètement, la prise en charge change complètement. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une seule dose de primakine, lorsqu'on est devant le falciparum simple, le paludisme simple, il n'y a pas de souci, on peut donner, on n'a pas besoin de faire le dosage du 6PD. Alors, une autre particularité, c'est l'échec thérapeutique. Alors l'échec thérapeutique, c'est quoi l'échec thérapeutique? C'est une définition qui est bien claire. C'est la persistance de la fièvre, l'augmentation ou l'aggravation des signes cliniques avec persistance du plasmodium dans le sang après 3 jours de traitement. C'est clair, c'est une définition qui est claire et nette. Ou encore, la réapparition du plasmodium dans le sang après traitement, avec ou sans symptomatologie clinique. Ça veut dire que j'ai eu une goutte épaisse de contrôle qui était négative, et lorsque je refais celle du 7e jour ou du 28e jour, je me retrouve avec une goutte épaisse qui est positive. Donc, il faut qu'elle soit négative pour que et elle se repositive pour qu'on puisse parler d'un échec thérapeutique. Et là, l'échec thérapeutique, c'est soit la mauvaise observance, c'est-à-dire que le malade n'a pas pris correctement son traitement, soit c'est une posologie qui est inadéquate, on n'a pas calculé correctement la posologie, soit c'est des vomissements, soit c'est une instabilité du médicament, c'est un médicament qui n'a pas été conservé correctement, soit c'est une résistance, c'est une pharmacorésistance. Là, il faut faire très attention pour poser c'est-à-dire pour dire que c'est une résistance. Donc, d'abord, éliminer la mauvaise observance, éliminer inadéquate, éliminer la personne qui n'a pas pris correctement parce qu'elle vomit pour aller, ou encore l'instabilité du médicament qui n'a pas été bien conservé, et pour aller vers ce qu'on appelle la résistance. Alors, la prise en charge de cette thérapeutique, c'est quand il s'agit d'une posologie qui était inadéquate, de vomissement, mauvaise observance, là, il faut reprendre le même schéma thérapeutique, bien sûr, avec une très bonne surveillance. Dans les autres cas, ça veut dire que j'ai eu un médicament et il a été mal conservé
donc un traitement qui est un médicament qui est mal conservé, ou encore j'ai une résistance, là je dois changer complètement la thérapeutique et là je mettrai de la quinine associée à la doxycycline quand il s'agit d'un enfant de plus de 8 ans et lorsqu'il s'agit d'une femme qui n'est pas enceinte. Sinon, je mettrai de la quinine associée à la clindamycine lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 8 ans et lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte. Voilà la prise en charge initiale d'un paludisme, qu'il soit grave, qu'il soit simple. Ensuite, il y a le suivi du patient. Alors, le suivi, vous savez très bien qu'on doit faire notre goutte épaisse frottis sanguin, bien sûr, avant le diagnostic. Ensuite, on l'a fait à J3, à J7 et à J28. Sachez que J3 n'est pas négative, mais elle doit diminuer de 25%. Et ce qu'il faut demander lorsqu'on vous donne la goutte épaisse, qu'on ne vous donne pas par les croix, parce que c'est pas un moyen de surveillance qu'on vous la donne avec les croix, il faut qu'on vous la donne avec des pourcentages. Ensuite, elle doit être négative à J7 de traitement. Sachez que lorsqu'on vous dit, après traitement, que vous avez la présence des gamétocytes du frottis, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça ne veut pas dire que c'est une rechute, ça ne veut pas dire que c'est le traitement qui est mauvais, il ne faut pas refaire une seconde cure de traitement. Puisqu'il y a rechute, il faut que ça soit négatif, ensuite sera positif. Alors, vous allez me dire les TDR, les tests de diagnostic rapide. On peut poser le diagnostic avec les tests rapides. C'est introduit, c'est recommandé par l'OMS. C'est aussi, on peut le faire lorsqu'on n'a pas de microscopiste, lorsqu'on n'a pas un laboratoire et on doit avoir les TDR au niveau des urgences. On peut diagnostiquer, mais on peut pas faire le suivi parce que ça nous donne pas la goutte épaisse. C'est elle qui nous permet de faire ce suivi. Donc, c'est très important pour le suivi. Il nous faut ce frottis et cette goutte épaisse. Donc, voilà pour ce qui est du traitement curatif, les stratégies thérapeutiques qui sont dans notre guide de prise en charge. Maintenant, on peut passer à la prophylaxie qui est aussi un volet qui est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons beaucoup de malades qui partent, qui voyagent, qui ne prennent pas cette prophylaxie ou qui ne la prennent pas correctement. Et c'est ces cas importants de paludisme d'importation qui sont à risque que notre paludisme sera réintroduit. Alors, quelles sont les mesures prophylactiques? On agit sur 3 volets. D'abord, sur l'infection, donc c'est la lutte antivectorielle. Sur la maladie, c'est la chimioprophylaxie. Et sur les décès, bien sûr, une prise en charge rapide et adéquate. Alors là aussi, il y a eu des molécules qui ont été introduites, qu'on doit utiliser. Il y a eu des molécules qu'on a enlevées et on a gardé la chloroquine. On peut pas ne pas la garder parce qu'on a toujours des sensibilités par rapport à cette molécule. Et on a mis l'atovacone proguanil, qui est une molécule très importante. On a rajouté la doxycycline. C'est parti. C'est parti. Non, je suis sur je suis en train de répondre. Ton document, partage. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Partager écran. Oui. Cela arrêtera le partage d'écran. Oui, oui. Oui, oui. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà, donc tu reprends. Oui. Partager. Et après, pourquoi ça ne part pas? Et puis, ça y est, on le voit. Non, mais là, pour aller faire l'écran, c'est bon comme ça? Voilà. Alors, les molécules donc retenues, chloroquine, atovacone proguanil, doxycycline
et bien sûr la fameuse molécule, la mefloquine, qu'on ne met plus dans le traitement curatif. Ça, c'est très important. Alors, lorsqu'on est au sud, lorsqu'on est au niveau des frontières, c'est très important. C'est pas du tout la même chose quand on est au nord. Il y a d'autres choses à faire par rapport à juste donner ce traitement pour la chimioprophylaxie. Donc, il y a la sensibilisation des migrants et des populations mobiles. Il faut donner des livrets, il faut donner des dépliants, il faut tout expliquer sur cette maladie. Il faut leur dire qu'il faut utiliser des moustiquaires imprégnés. Il faut faire un diagnostic rapide devant toute fièvre. Lorsqu'ils rentrent aux frontières, ils sont fébriles, il faut penser au paludisme. Ensuite, il faut distribuer la chimioprophylaxie. Et bien sûr, il faut mettre un système de veille pour le dépistage périodique chez les populations à risque. Et bien sûr, il faut mettre des mécanismes de coordination entre les différents pays frontaliers. Alors, pour les voyages internationaux, il y a une prophylaxie qui est donnée, une chimioprophylaxie qui est donnée, mais également, il y a des conseils aux voyageurs pour se prémunir contre les piqûres de moustiques, sachant qu'il n'y a aucune chimioprophylaxie qui est efficace 100%. Donc, si une personne revient et elle vous dit « j'ai pris correctement mon traitement » et elle fait de la fièvre, il faut penser au palu, il faut faire cette goutte épaisse fruits sanguins. Alors, d'abord, on commence par cette prophylaxie non médicamenteuse, ce qu'on appelle conseil aux voyageurs, et donc les mesures pour se prémunir contre les piqûres de moustiques. Donc, on sait que le moustique pique le soir du coucher au lever du soleil, donc on demande aux voyageurs d'éviter de sortir à ce moment-là. Porter des vêtements longs, amples, de couleur claire le soir si c'est possible et imprégnés d'insecticides. Mettre des répulsifs au niveau des parties découvertes du corps, des moustiquaires aux portes et aux fenêtres, dormir sous des climatiseurs, dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'imprégnation. Ces conseils sont très importants. Il n'y a pas que le paludisme, donc c'est se protéger contre toutes les maladies vectorielles. Ensuite, il y a cette prophylaxie médicamenteuse et comment on fait le choix des antipaludiques. Donc, c'est en fonction de la région visitée et là, l'OMS met à jour une cartographie qui change en fonction des données de chaque pays, et dans chaque pays, il y a des zones qui diffèrent, donc elle est mise à jour presque tous les 6 mois à 1 an, donc on a cette cartographie qui est mise à jour, c'est en fonction de l'âge, du poids, d'une femme enceinte, des antécédents pathologiques et des intolérances également. Alors, on pratique. Ce qui est bien, c'est qu'on pratique, on choisit en fonction de la tolérance, de la simplicité du schéma et bien sûr des ressources financières. Alors, sachez que la tovacone proguanine, l'oxycycline sont les recommandés en première intention. Ils ont une efficacité élevée et comparable. La mefloquine est envisagée en deuxième intention. Elle a la même efficacité, mais effets secondaires. Donc, sinon, c'est la même efficacité, mais en raison de ces effets secondaires, on la laisse en deuxième intention. Donc, on préfère la malarone, donc la tovacone proguanine et la doxycycline pour passer à la mefloquine. Alors, comment on va prendre cette prophylaxie? Alors, lorsqu'on est en zone 1, ce qu'on disait avant, la zone 1, c'est-à-dire où je n'ai pas de falcie ou encore je n'ai pas de chloroquinorésistance, je ne donne rien, je prendrai que la prophylaxie non médicamenteuse, donc comment se prémunir contre les piqûres de moustiques. Maintenant, si je suis dans la zone B, communément la zone 2, où il y a une chlororésistance et donc j'ai le falciparum, là, je mettrai la prévention non médicamenteuse, mais également la prévention médicamenteuse et ça sera à base de chloroquine. La chloroquine, comment je la donne? Je la donne la veille du voyage
pendant le séjour, 4 semaines après, et c'est à raison de 1 comprimé jour. C'est très lent, mais bon, on est obligé de donner ça. Ensuite, si je suis dans la zone C et D, c'est-à-dire 3 et 4, où j'ai une très forte résistance, ou encore j'ai une polyrésistance, dans ce cas-là, je ferai toujours ma prévention non médicamenteuse avec les conseils que je donnerai, mais là, je donnerai soit l'atovacone proguanil, qui est la meilleure molécule. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas d'effet secondaire et parce qu'on la donne que juste 1 semaine après le retour. Donc, on la donne la veille, pendant et 1 semaine. C'est-à-dire que c'est pas astreignant. On risque pas d'oublier ces médicaments lorsqu'il s'agit de 4 semaines. Donc, c'est 1 comprimé jour, la veille, pendant et 1 semaine après. Sinon, ça sera la doxycycline. Et cette doxycycline, elle est donnée également la veille, pendant 4 semaines après. C'est à raison de 1 comprimé jour, donc c'est des comprimés à 100 mg, c'est 1 comprimé jour. Sinon, donc on reste en 3e position, ça sera la mefloquine. Et dans ce cas-là, la mefloquine, il faut toujours la donner 15 jours, parfois on peut dire même 3 semaines avant le départ. Pourquoi? C'est pour apprécier sa tolérance, parce que c'est une molécule qui donne beaucoup de troubles digestifs et qui donne des troubles psychiatriques. Il y a des gens, ils sont passés même au suicide parce qu'ils ont pris la mefloquine. Donc, on la donne 2 à 3 semaines avant pour évaluer sa tolérance. C'est bien toléré. On choisira 1 jour par semaine, le même jour, et on la donnera 1 fois par semaine avant, bien sûr, puisqu'on l'a donné les 20 jours avant. Ensuite, pendant le séjour, 1 fois par semaine, on gardera le même jour. Et lorsqu'on revient du voyage, ça sera 4 semaines. Ce n'est pas 3 semaines, c'est 4 semaines après, et c'est toujours 1 fois par semaine et pendant 4 semaines. Donc, pour voir que la mefloquine, il faut vraiment la surveiller. Si on arrête, c'est comme si on n'a rien pris. Voilà pour la prophylaxie en fonction, bien sûr, des visiter ou des zones de voyage. Alors, lorsqu'il s'agit d'un séjour de plus de 6 mois, c'est-à-dire qu'on peut donner jusqu'à 6 mois une prophylaxie, mais au-delà, ça ne sert à rien du tout de donner. D'abord, il y a des molécules qu'on ne connaît pas leur tolérance à long terme, comme l'atovacone proguanil, et puis il y a le problème des résistances. Donc, on dira pas de chimioprophylaxie, la prévention non médicamenteuse, puis consulter le plus tôt possible lorsqu'on a une fièvre. Lorsqu'il s'agit également de séjours itératifs de courte durée, par exemple les navigants, les hôtesses, etc., là aussi, pas de chimioprophylaxie, toujours la prévention non médicamenteuse et consulter lorsqu'il y a une fièvre rapidement, lorsqu'il y a une fièvre et ne pas passer à côté d'un paludisme. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la prise en charge, qu'elle soit curative ou prophylactique, pour dire que c'est une infection redoutable, mortelle, mais qu'on peut éviter grâce à la prévention et qu'on peut guérir lorsqu'on y pense, on pose le diagnostic précocement et on traite rapidement. Et heureusement, on a été certifié, alhamdoulilah, en 2019. Il faut qu'on reste certifié toujours, longtemps, et à vie, Inch'Allah. Merci. Et si vous avez des questions, on est là. Merci, docteur Smith. Appelez-moi pour cette présentation complète. Vous avez brossé tableau complet, aussi bien de prise en charge que pour la chimioprophylaxie. Je pense que s'il y a des questions, nos experts sont là, donc aussi bien Dr Smith qui vient d'expliquer la prise en charge, et que s'il y a aussi d'autres questions relatives à la surveillance éventuellement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, alors vous pouvez toujours lever la main.
afin que tout le monde profite de cette réponse. Voilà. Il y a beaucoup de personnes te félicitent, Dr. Smith, et à mon tour de te féliciter aussi pour la qualité de ta présentation qui était très claire. Et moi, je pense que c'est surtout, les personnes pensent, il y a une question sur la toxicité. Je pense que tu en as parlé, mais si tu as quelque chose à rajouter. Les insecticides. Les insecticides. Alors. C'est pas à long terme, les insecticides, c'est par, on fait des. Mais tu viens pour qu'ils entendent. Non, elle parle pas de la clindamycine, elle parle des insecticides. Les insecticides ne sont pas des insecticides. Ouais, ils sont pas utiles. C'est lorsqu'on fait les prospections, lorsqu'on est en période de transmission, on va et on met les insecticides intradomiciliaires, etc. Donc c'est pas quand on on a un voyage, c'est pas à long terme le voyage. Donc, si on dort sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides, c'est pas à long terme, c'est vraiment le moment du voyage, le moment de. Et puis il y a actuellement des insecticides qui sont pas toxiques. Il y a d'autres. Voilà, et il y a le dosage et il y a des insecticides qui ne sont pas toxiques aussi. Voilà. Oui, alors j'en parlerai quand même. Moi, je le parle aux étudiants, donc je dois le parler là. Alors, la vaccination, c'est vrai que la vaccination a été recommandée en octobre 2021 ou 2022. 2021, donc c'est bon, ça a été recommandé, mais c'est pour les pays de moyenne et de forte endémicité. Donc, c'est pas pour n'importe quel pays. Et il y a eu d'abord en 2019, il y a eu une étude pilote. Il y avait 3 pays, le Ghana, le Malawi, il y avait un autre pays où ils ont commencé à faire l'essai et ça a très bien donné. Ils ont trouvé que on pouvait éviter 4 sur 10 le paludisme. Et en 2021, donc en octobre, ça a été recommandé. Et c'est dans ces pays-là, et c'est dans leur calendrier vaccinal, c'est à partir de 5 mois, c'est 4 doses, et ils choisiront eux-mêmes, chaque pays choisira, c'est dans leur propre calendrier vaccinal. C'est comme nous, le PEF. Donc, leur calendrier vaccinal, ils commencent à l'introduire à l'âge de 5 mois, et c'est 4 doses. Et c'est pour les pays de faible, de moyen et de forte endémicité, donc pas tous les pays pour introduire ce vaccin. Voilà pour le vaccin antipaludique. Merci. Je pense qu'il y a une pour le slogan. Le slogan, vous savez, on suit toujours l'Organisation mondiale de la santé, donc ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore partagé. C'est à l'approche de la journée qu'il y a la publication il y a la publication du slogan. Là, il y a une question sur les doses pédiatriques. Il y a Smith. Alors, les doses pédiatriques, c'est en fonction du poids. Et vous avez dans notre guide où on a fait exactement avec le poids inférieur à 3 kilos, entre 3 et 10 kilos, à partir de 10. Et vous avez dans le guide toutes les posologies en fonction du poids. Donc, il n'y a aucun souci. Vous rentrez dans le site du ministère et vous allez trouver, c'est très pointueux. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, c'est sur les directives aussi. Les instructions, on a mis avec le poids, on a bien précisé. Juste, j'insiste pour vous dire que tout cas de paludisme doit être hospitalisé. Je sais que il y a Tamana qui va intervenir et dire qu'on se retrouve entre septembre et décembre avec des 1000 et 1000 malades. Alors, il y a des indications pour l'hospitalisation, même si on ne peut pas le faire, c'est les personnes âgées, comorbidité, femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans. Donc ça, c'est obligatoire et ne serait-ce les 3 premiers jours. On est obligé de les hospitaliser.
Et les autres wilayas où on n'a que 1 à 2 qu'on retrouve, l'hospitalisation est obligatoire. C'est juste pour vous dire que obligé de faire la goutte épaisse du 3e jour et au moins celle du 7e jour. Ensuite, rappelez le malade pour faire la 28e. Et j'insiste aussi sur un élément qui est important, c'est par rapport à la mefloquine. La mefloquine, nous n'avons plus le droit de l'utiliser dans le curatif. C'est bon. On l'a gardé dans le préventif et même dans le préventif, dans quelques temps, ça va disparaître, on ne va plus l'utiliser. Donc, la mefloquine, plus jamais dans le curatif. C'est 2017. C'est 2017. C'est celui où on a commencé à refaire lorsqu'on a demandé notre certification, c'était en 2016. Ah oui, la répartition selon les zones, c'est rentré vraiment dans le site OMS, c'est une carte qui est mise à jour à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays, par exemple, prendre des pays où ils ont dans un pays, ils ont des zones. Il y a des zones où il y a le palu, on doit prendre une chimioprophylaxie. Des zones, je vous donne le Brésil. Quand on est parti, nous, jouer la Coupe du Monde, eh ben, on est parti dans des endroits où il n'y avait pas de palu, donc il n'y avait pas on n'a pas donné de chimioprophylaxie. Et on leur demandait, c'est pour ça que je dis conseil aux voyageurs, leur demandait si vous devez bouger, vous devez changer d'endroit, vous nous dites où vous allez pour voir la cartographie et dire c'est une zone où il y a le paludisme ou pas, pour donner la chimioprophylaxie. Et ces zones-là changent et chaque pays donne les données à l'OMS et l'OMS fait cette cartographie, elle la met à jour. Voilà. C'est écrit là. La rechute, parce qu'il faut insister sur la rechute, parce que c'est des... Ah, j'ai dit les rechutes, j'ai expliqué qu'il y avait le Vivax et le Valet qui donnaient les rechutes parce qu'ils sont au niveau du foie, ils restent à l'état qui sont au niveau du foie et c'est pour ça qu'on donne la Primaquine, elle est anti-hypnozoïde. Et pourquoi on donne dans le Falsi? C'est parce que aussi un anti-gamétocide, c'est pour arrêter la transmission du paludisme. Donc, c'est grâce à la Primaquine qu'on peut agir contre les rechutes. Par contre, j'ai lu surveillance des migrants, des Africains. J'ai pas compris la question. Comment on peut surveiller? On peut pas les surveiller, on peut pas les obliger à faire des gouttes épaisses, on peut pas les obliger à, je sais pas comment, c'est la surveillance aux frontières. C'est surveiller la surveillance aux frontières et j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut expliquer, donner des dépliants, donner de la chimioprophylaxie, traiter quand il y a une fièvre, coordination entre les différents pays. Donc, c'est là où on doit vraiment agir. Sinon, ceux qui sont en Algérie, c'est vraiment être symptomatique et aller consulter. Donc, alors, s'il y a des voyageurs qui ont, et donc ils font le va-et-vient durant l'année. Alors, le va-et-vient, c'est quoi un va-et-vient? Si je prends, par exemple, une personne qui part, qui reste une semaine, qui revient, au bout d'une semaine, elle part. Elle a même pas encore fini sa première cure pour commencer la deuxième. Donc, on ne donne pas. Maintenant, si c'est un va-et-vient, on part une semaine, mais pour repartir, c'est dans 4 mois, je donne ma prophylaxie. C'est long. C'est lent. Donc là, je donne. Mais si j'ai pas encore fini ma première cure, je peux pas redonner. Donc, ça dépendra de ce va-et-vient, de combien de temps entre les deux voyages. Mais si c'est toutes les semaines, non, je ne donne pas. Et donc, ma prévention, ça sera ce conseil aux voyageurs qui est très important. Il faut avoir l'humilité de prévention. Non, il faut qu'il soit piqué, tout le temps piqué, tout le temps piqué. Ça met du temps pour… Il y a une question. Un mois, là-bas, et 15 jours en Algérie, tu dis, c'est itératif. C'est itératif. Oui. C'est itératif, donc c'est pas la peine. S'il vous plaît, je pense
qu'on est là pour voir comment on doit prendre en charge. Parce que là, il y a des choses par rapport à la chimioprophylaxie, par rapport aux médicaments. La DGPPS, on fait des réunions régulièrement avec la PCH pour s'assurer que le médicament est disponible. Donc, jusqu'à présent, on ne nous a pas signalé une rupture de médicament. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une rupture, mettez-nous au courant. Donc, vous ne pouvez pas écrire des choses alors que ce n'est pas le cas. Par ailleurs, je demande au moins au service des urgences de disposer des molécules d'urgence. Là, au moins pour donner la première dose, parce que c'est vrai que quand on parle d'une wilaya où on n'a pas beaucoup de cas, donc ils peuvent avoir un petit stock d'urgence. Et à ce moment-là, on pourra toujours faire, il y a la régulation qui se fait entre les structures, donc de prendre en charge le cas. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on nous dit, oui, c'est le basique, c'est d'avoir un site. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons mis en place ce site dans lequel nous avons mis toutes les directives. Il y a un petit souci avec le site actuel du ministère. Monsieur le directeur de la DSI, donc du système d'information, donc il nous a promis qu'il travaille dessus pour l'améliorer, pour une meilleure visibilité aussi de ce site. Mais en attendant toutes les directives, parce que je l'ai mentionné que les documents donc on peut pas les transmettre comme ça par email. Par contre, les directives, on va les envoyer via la prévention, via intranet. Donc, rapprochez-vous de l'intranet. On va renvoyer toutes les directives, mais pas les SOPs, parce que c'est vraiment des documents qui sont costauds, qui sont lourds, donc on pourra pas les envoyer par intranet, ça ne passe pas. Par contre, les directives, on va le faire en attendant de régler le problème du site. Je vais juste dire quelque chose. J'ai lu que vous avez dit que le Tovacone Proguanil n'est pas disponible. C'était national, mais c'est bon, c'est rentré au niveau de la PCH, elle est disponible. Donc, on avait un souci par rapport, il n'y avait aucune chimioprophylaxie pour vous dire. Il n'y avait même pas la mefloquine. Donc, maintenant, c'est rentré, c'est au niveau de la PCH. Juste par rapport à la primaquine, quand on dit que je n'ai pas de primaquine. J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas le traitement du paludisme. La primaquine, c'est pour éviter les rechutes, c'est pour éviter la transmission. Donc, je la donne le deuxième jour, je la donne le troisième jour. Je rappelle le malade, il revient. Dès qu'elle est disponible, je dois donner la dose de primaquine. Ce n'est pas obligatoirement le même jour. Ça, c'est important parce que c'est pas pour traiter l'épisode actuel. Donc, ça, c'est très important. Que la primaquine est disponible, oui. Un courrier officiel a été transmis, donc je ne vois pas. Voilà, la primaquine, voilà, on me le dit et c'est vrai qu'elle est disponible. Il faut la demander, elle est disponible. C'est un don de l'OMS et elle est disponible, donc on en a. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, la primaquine, comme vous le savez, il y a des médicaments quand on n'a pas beaucoup c'est-à-dire la quantité est vraiment minime, donc on n'a pas, à ce moment-là, l'appel d'offres est infructueux. Et on souffre beaucoup avec ces molécules quand on demande un nombre de comprimés, donc les laboratoires ne sont pas intéressés. Et à ce moment-là, l'appel reste infructueux. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité l'OMS pour qu'ils mettent à notre disposition la primaquine, tout comme le praziquantel aussi. Donc, on a un souci réellement par rapport à ça. Par rapport à la clindamycine. Eh bien, la clindamycine, elle n'est pas disponible, mais quand on est parti au sud, on l'a trouvée. Elle était disponible. On était déjà étonnés, elle était disponible. Donc, c'est un problème de la PCH, mais normalement, elle doit être disponible, surtout par rapport à la femme enceinte. C'est très important. Mais bon, au sud, on la trouve.
Alors là, il y a donnez-nous l'opportunité, vous êtes des hommes de terrain, mais on n'en doute pas du tout. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on compte beaucoup sur vous. On a demandé à notre expert de venir parler de la prise en charge et on compte sur vous que vous allez former à votre tour aussi parce que vous disposez du cours maintenant, vous disposez des directives et donc à votre tour de jouer ce rôle aussi parce que si je parle des épidémiologistes, c'est votre rôle aussi de former les personnes particulièrement en matière de surveillance et les cliniciens en matière de prise en charge et les parasitos et les laborants, enfin les microbiaux en matière de diagnostic. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les documents, vous pouvez le faire et on vous remercie beaucoup. Donc là, vous nous posez des questions sur exprimez vos besoins. Vous voyez, vous posez des questions. Vous posez des questions sur le nombre, sur la disponibilité des médicaments. Donc, quand vous exprimez besoin en matière de médicaments, vous allez voir que c'est disponible et que quand ce n'est pas disponible, faites-nous signe pour qu'on puisse agir aussi avec la PCH. Donc, maintenant, il y a quelqu'un qui parle de le nombre de cas. Vous savez, le nombre de cas, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Moi, je dis toujours le nombre de cas n'est pas important en soi quand les journalistes posent la question, mais c'est surtout la prise en charge. Est-ce qu'on a pu capter tous les cas? Est-ce que nous avons pu investiguer tous les cas? Est-ce qu'on a pu éviter la reprise de la transmission? C'est ça notre rôle et qu'on a pu sauver des vies. Et parce que pourquoi on dit l'objectif zéro décès, c'est de se dire, ça veut dire qu'on a tellement sensibilisé, on a tellement expliqué aux personnes qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, que tout cas de fièvre, et surtout dans des zones de provenance des zones endémiques où même on sait pas parce que nous n'avons pas fait une investigation entomologique, donc il y a un risque. À ce moment-là, faites en sorte que posez le diagnostic, essayez de voir si c'est ils le prendront en charge rapidement et c'est comme ça qu'on va sauver des vies. Donc, je pense que c'est important. Alors, le nombre de cas, c'est vrai qu'en 2020, on a eu un grand nombre de cas. Et donc, on s'est rapproché des 3000, de 3000 cas. Mais ce n'est pas, ça varie d'une année à une autre. On est arrivé à 1200 cas et puis en 2020, on est arrivé à presque 3000 et puis en 2021, le nombre de cas a diminué de près de moitié. Mais je pense que là, ce sont des cas importés. C'est toujours des cas importés, il faut faire attention. Donc, un cas importé, c'est tous les cas, si toutes les conditions sont réunies, donc on risque d'avoir une reprise de la transmission locale. Donc, voilà. Et je pense que Zmit, elle a déjà expliqué que tous les cas, à l'exception de Tamaracet, où il reçoit beaucoup de cas parce que c'est frontière, ou d'autres lieux peut-être où quand ils ont beaucoup de cas et qu'ils ne peuvent pas les hospitaliser tous, à l'exception des personnes âgées, de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans, là, il faut d'emblée les hospitaliser, quel que soit le lieu, mais ailleurs, il faut hospitaliser tout cas de paludisme. Voilà, je vous remercie. Je m'en ai répondu. Il y a une question, c'est pour le dépistage de cours de cas. Faut-il utiliser les TDR ou la TMS? Alors, là, vous posez une question. J'ai vu tout à l'heure une question sur les tests rapides. Les tests rapides sont disponibles. Donc, c'est aux structures de faire d'acheter ces tests pour les mettre surtout à disposition. Et moi, j'encourage surtout les services d'urgence d'utiliser cela. Mais ailleurs, il y a Dr Zmit qui va prendre. Je viens de voir une question. Alors, quel est le paludisme le plus grave? Alors, il faut savoir que tout cas de paludisme est dangereux. Donc, mais ceux qui sont graves et qui peuvent donner le falciparum,
Ensuite, il y a le Vivax, mais également le Nolesi. Le Nolesi, il est toujours cantonné en Asie du Sud-Est, donc il n'est pas encore arrivé chez nous, mais il peut arriver vu les voyages et tous les déplacements. Mais sachez que même le Vivax est dangereux. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on a un Vivax, on se dit, c'est rien, mais il peut donner des formes graves. Voilà. Il fallait que je réponde à cette question. Merci, Dr. Smith, mais je pense que je ne sais pas si tu as insisté sur la rechute parce que il y a une incompréhension de la rechute. J'espère compris maintenant. Parce que quand on parle de rechute, donc il faut faire attention. Et voilà, donc je pense que voilà, les tests rapides sont disponibles, donc les structures peuvent les acheter, ils peuvent les utiliser, mais le gold standard, je parle sous le contrôle du Dr Hamadi de l'INSP, reste la goutte épaisse. Voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Hamadi, viens, parce que ça, c'est intéressant que tu dises quelque chose. Bonjour. Oui. Alors, pour l'enquête autour du cas, en général, on utilise les TDR, les tests rapides, et lorsque les cas positifs au TDR, on leur fait le frottis goutte épaisse pour le suivi et pour comptabiliser le nombre de parasites. Moi, je voulais intervenir pour quelqu'un qui avait demandé une formation sur le diagnostic. Donc, nous avons, normalement, on a projeté de faire on a programmé une formation pour avant le Ramadan, entre le 8 peut-être et le 15 sur la surveillance concernant la microscopie et l'entomologie du paludisme. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ce qui concerne les TDR, nous avons des fournisseurs qui vont nous contacter et je pense que C'est structure de l'acheter et de commander. Oui, on va mettre à disposition quelques tests, mais c'est surtout les structures de l'acheter, ça fait partie du diagnostic. Alors là, Hamadi, il faut dire que par rapport à la formation des microscopistes, on favorise beaucoup plus les zones du sud, là où il y a le plus de risques. Mais si besoin est au niveau du nord, on peut toujours, tu peux toujours les associer. Ce qu'on fait, on associe toujours quelques personnes du nord. Voilà. On prend le sud et on prend, vu le nombre, on rajoute toujours 2 ou 3 personnes du nord à chaque fois. Parce que dans les procédures standards opérationnelles, il faut se dire qu'il y a 2 choses. Donc, il y a la formation de base, mais il y a un recyclage toutes les 2 années. Donc, il faut absolument un recyclage. Et puis, il y a aussi la lecture. La double lecture, on est un petit peu embêté par le recrutement, je pense, au niveau du Sud. Il y a un manque de personnel dans certains laboratoires parce qu'on doit faire la double lecture. Des fois, ça s'arrange entre le PH, laboratoire de l'EPH. Formation de laboratoire. Oui. Voilà, c'est la liste qu'on va prendre puisque vous êtes. Ça va être. Voilà. Je pense qu'on va. On a fait le tour de la question. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des questions encore, vous pouvez toujours nous contacter par prévention.mdo@gmail.com. Donc, vous avez cette adresse email. Vous avez les coordonnées aussi de l'INSP pour pouvoir, si vous avez des questions relatives au diagnostic. Et donc, nous, au niveau aussi, on reçoit des questions, des demandes quelconques sur la prévention.mdo. On va contacter les experts, Dr Hamadi ou Dr Smith, pour pouvoir répondre à vos... Et aussi, en matière d'entomo, s'il y a besoin aussi, donc on pourra toujours voir avec l'INSP, avec l'IPA, pour la formation des entomologistes. Voilà, je vous remercie et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre thématique. Moi, j'étais ravie de voir toutes ces personnes présentes et on compte sur vous de transmettre aussi l'information. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Smith, merci Hamadi, merci Lamali, merci à tous.